pense tout. C'est ma ça qu'on les reconnaît. Soyez de l'enfer! I'm gonna make him an offer again. Come parla? Le parole sono importanti! Quand on tire, on raconte pas sa vie. Marcello, come here. Bonsoir. Au programme de Cinéma Paradiso, FDP, Fiolo di Paesani, un court-métrage réalisé par Stéphane Reigoli que je recevrai dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, on parle foot et cinéma avec vous, Julien Camille. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur, avec votre père, Gérard, de cet ouvrage, Sport et cinéma, où vous explorez tous les films qui ont un lien avec le sport. Alors, combien de disciplines d'ailleurs on a plus de 60 films à l'intérieur. En gros, 60 disciplines sportives. Voilà, plus de 60 disciplines sportives. On a évidemment plus que 60 films, on en a presque 1500 à l'intérieur, sur plus de 3000 à 3500 référencés de films de fiction. Parce qu'on s'intéresse uniquement aux films de fiction. On cite quelques grands documentaires, mais c'est surtout les longs métrages de fiction qui nous intéressaient. En fait, dès qu'on trouvait un film, un long métrage dans un sport, on rajoutait le sport dans l'ouvrage. Donc on a commencé avec une liste d'une 50aine de films, et puis se sont rajoutés, par exemple, le bowling, le curling, même le bras de fer. Voilà, bras de fer, les fléchettes. Le lacrosse, on a découvert des sports. Mais d'où vous est venue cette idée d'écrire ce livre, de recenser tous ces films, parce qu'il y a énormément de films recensés en fait. Alors je pense que c'est venu d'une soirée où avec mon père on a dû se dire qu'est-ce qu'il y a comme film autour du rugby, qu'est-ce qu'il y a comme film autour du football, et on a essayé de chercher s'il y avait déjà des listes qui étaient faits ou des ouvrages qui traitaient de sujets, et on s'est aperçu qu'il n'y en avait aucun autour de ces deux passions en fait. Parce que depuis tout petit, on va soit au match, soit au cinéma. C'est vraiment deux choses qui ont rythmé ma vie jusqu'à maintenant. J'hésite toujours entre aller voir un tournoi à destination ou une avant-première d'un film. Alors des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Tout dépend du moment. En général, on va d'abord voir le match après le film, parce que le match n'attend pas lui. Oui, c'est ça. Ce qui fait hurler tous mes amis cinéphiles. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre. C'est-à-dire que nous, pour redonner des lettres de noblesse au cinéma qui parle de sport. Parce que on trouvait que dès qu'un film évoquait le sport, il était de fait moins bien vu, où il y avait des a priori qui étaient posés sur le film, parce que le sport était une discipline populaire, un peu éloignée des classes intellectuelles qui jugeaient le cinéma comme quelque chose de plus noble que la pratique sportive. Ça c'est assez propre d'ailleurs à la France. Aux États-Unis c'est complètement différent, puisque les élites intellectuelles sont encouragés et c'est même bien vu d'être bon en sport, alors qu'en France, beaucoup moins. Il y a de grands films sur le sport aux États-Unis. On pense même des grands réalisateurs comme Robert Altman qui quand il réalise MASH, il y a une partie de football américain mémorable. Et puis même Oliver Stone qui fait L'Enfer du dimanche. Il y a quand même de grands réalisateurs qui s'intéressent au sport aux États-Unis. Oui. Le cinéma américain a fait... C'est difficile de donner un chiffre, mais 70 à 80% des films de sport, parce que le sport aussi était une manière de raconter l'histoire des États-Unis, qui est une histoire beaucoup plus contemporaine que la nôtre. Et les États-Unis ont moins de figures historiques, peut-être, que la France ou que l'Europe dans sa construction même. C'est-à-dire que les États-Unis, des personnages sportifs ont été importants pour la construction des États-Unis. Par exemple, Robinson dans le baseball a été un emblème et un symbole de la lutte des droits civiques pour les Noirs américains dans les années 60. On peut penser aussi à Joe DiMaggio, qui était également le compagnon de Marilyn Monroe, qui est un grand sportif avec une star de cinéma. Oui, et ça a toujours été, ils ont toujours été liés. On se souvient de Barack Obama qui joue au basket, et c'était pas honteux de jouer au basket. Nous, François Mitterrand, il lisait des livres, ce qui est très bien aussi. Mais nous, on voulait montrer que l'un et l'autre peuvent très bien marcher ensemble, et qu'il n'y a pas d'antagonisme entre ces deux divertissements qui sont les plus populaires au monde. Exactement. Carrément. Alors, combien de films vous avez exploré, combien de films vous avez vus et recensés pour ce livre? Parce que c'est quand même un travail considérable. Alors, on s'est partagé le travail. J'imagine. C'est un projet qui nous a pris plus d'1 an d'écriture, en comptant les visionnages des films. Donc, on recense 1500 films dans l'ouvrage.
On les a tous vus. Ou moi, ou lui, ou nous deux, avec plus, voilà, on a vu au final plus de 2000 films. 2000 films. Ouais, on en a gardé entre 1300 et 1500 à citer dans l'ouvrage, mais sinon on en a référencé, je sais pas, 3 ou 4000. Et le problème c'est que certains films on les recense, mais ils sont plus visibles, ou alors c'est très compliqué de les voir. Et puisqu'on s'intéresse au football ce soir, combien de films sur le football vous avez recensé ? Plus de 300. Plus de 300. C'est pas énorme dans l'histoire du cinéma finalement. Non, c'est pas. Pour un sport aussi populaire. Non, il y en a en boxe par exemple, on en a vu plus de 300. Alors peut-être qu'il en existe plus. Hein. Ça, nous on a vraiment essayé de visionner et de voir d'essayer d'explorer toutes les cinématographies. C'est-à-dire qu'on a essayé. Le football, c'est un des sports où beaucoup de cinématographies se sont intéressées. Voilà, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, en traitant tous les sports, comment chaque sport était traité par pays et par cinématographie. Et le football a cette particularité d'avoir été le sport le plus universel. C'est-à-dire que au Bhoutan, on a fait un film autour du sport, La Coupe de Kien Norbu en 98, Les Couleurs de la montagne en Colombie, on a trouvé un film en Chine. Avec Bernadette Lafont d'ailleurs, oui. sur le football. Pauline Lafont, pardon. Un film des films aux États-Unis. Partout dans le monde, il y a eu un film autour du football, et c'est vraiment cette particularité. Avec l'autre, c'est que le football raconte le monde. C'est-à-dire que c'est le sport qui a été le plus utilisé pour raconter les conflits ou les drames, les tragédies humaines à travers le monde et à travers le dernier siècle. Alors, on va continuer notre conversation, mais je voudrais vous montrer un clip réalisé par Christophe Gineste qui montre un peu comment le cinéma s'intéresse au foot et comment le cinéma filme le foot. Et on se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. That was a beauty. Magnifique. La tactique, elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on toward your destination. Though you may find from time to time complications. Bite your lip and take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip. Just move on.
Il y a beaucoup d'émotions quand même dans le football, au cinéma en tout cas. On aura reconnu Looking for Eric de Ken Loach, Coup de tête de Jean-Jacques Hano, À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, Diamantine, ce film portugais qui est très récent, et puis Joue là comme Beckham. Et puis, je sais plus, j'en oublie un. Oui, À nous la victoire de John Huston avec Sylvester Stallone, ce fameux gardien qui a une technique un peu extravagante, on va dire, très peu orthodoxe, mais vous défendez ce film. Mais alors, vous défendez Stallone. Oui, je défends Stallone, contrairement à ce qu'on dit, c'est que le film est une catastrophe parce que Stallone ne sait pas jouer au foot dans le film, or il joue un gardien de foot, mais dans le film c'est logique, parce qu'il joue le rôle d'un prisonnier de guerre américain, qui est footballeur américain, qui ne sait pas jouer au foot et qui s'impose dans l'équipe de foot pour pouvoir participer à cette tentative d'évasion. Donc qui joue mal au foot, qui arrête mal les buts, c'est tout à fait logique, et ça aurait été illogique de voir l'inverse. Alors évidemment, ce film, c'est devenu un film culte. John Huston, un grand réalisateur qui avait réuni une brochette de stars, aussi bien d'acteurs comme Stallone ou Michael Caine, que de vrais joueurs. On pense à Pelé, à Bobby Moore, à Ardiles, qui était le milieu de l'équipe d'Argentine de l'époque. Ouais. Et film très bizarre, finalement, une espèce de grande évasion à la mode football. Oui, alors pour moi, le film a été cette pléiade de stars de football a desservi le film. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté sur ça, que John Huston s'est sans doute senti obligé de passer par des obligations contractuelles de voir tel joueur faire il fallait voir le retourné de Pelé, il fallait voir la roucoulette d'un tel. Et du coup, il a, sur certaines scènes, un peu oublié le cinéma, et ça fait un film assez hétéroclite, ce qui est dommage parce que l'histoire qui avait été déjà adaptée avec Deux mi-temps en enfer, un film hongrois quelques années avant, et même La troisième mi-temps, un film soviétique sur ce même sujet. Il y avait déjà eu 2 autres films adaptés de cette histoire. Parce qu'on part d'une histoire vraie, d'un match entre le prisonnier et soldats allemands. Voilà, et donc de cette pendant histoire. La Seconde Guerre mondiale. C'est ça, de cette histoire, adapté de cette histoire vraie. Et le film, moi j'aimerais bien faut le revoir, parce que la scène de fin est une des plus belles pour moi scènes de fin autour du sport. Est-ce que le sport, est-ce que la passion du sport peut apporter à l'humanité même? Alors, justement, on arrive presque sur la politique. Là, on a le sentiment que les films de football, les films qui parlent de football, ont une approche toujours sociale ou politique d'un thème. On le voit par exemple avec Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Le héros Patrick Devers est en prison, on le sort pour jouer un match, et puis il a une vengeance, il marque des buts et du coup il va se venger de ses détracteurs. On le voit aussi avec le film de Jean-Pierre Mocky, À mort l'arbitre, qui parle du supportariat. C'est une particularité du foot de vouloir de s'immiscer comme ça dans la vie politique. Alors par rapport à d'autres sports, je pense. Alors, je reviendrai sur le foot. La boxe, qui est l'autre grand sport autour du sport et qui a aussi des visions, une vision et un contexte social très fort dans chacun de ses films, s'intéresse plus au combat personnel. C'est-à-dire au dépassement de soi, à ce boxeur qui va réussir en partant de zéro à arriver à une notoriété, à dépasser une situation sociale ou une question de racisme ou voilà. Le foot, lui, il est plus sur quelque chose de collectif. Et il se place dans une histoire collective du pays, du quartier, du monde. Et alors, parce que le football fait partie de nos vies. C'est Ken Loach qui le dit. C'est-à-dire que quand on voit la résonance qu'a les différentes Coupes du Monde ou le foot à travers la société, les unes des journaux qui font, on peut pas dissocier le football de notre vie quelque part. Donc c'est évident que le cinéma, qui est en quelque sorte un miroir ou un écho de notre société ou un miroir de nous, évoque inévitablement ces questions-là. On pense à Camus qui disait tout ce que j'ai appris de la morale, je le tire du foot en fait. On est tellement dans cette optique-là, et on le voit aussi dans le film de Ken Loach, Looking for Eric, où finalement, dans Looking for Eric, on filme pas le foot. Non, on en parle. On en parle. Et c'est là où c'est beau. Et le cinéma parle du football en général, et de cet amour, surtout dans le film de Loach, c'est cet amour du football, de ce que le football apporte à ces classes populaires, qui d'ailleurs dans le film, Loach critique le fait que avec l'augmentation du prix
dans les stades. Certaines classes populaires qui avaient le foot comme seul divertissement se retrouvent dans les pubs. Voilà. Il parle aussi de ce football qui est un endroit où on vit des émotions incroyables. Et couper ces classes populaires de ces émotions-là en collectivité, ça coupe aussi quelque part les liens entre les gens. Et ça segmente la société. C'est tout ça que dont Loach parle, et c'est là-dessus qu'il met le point, c'est-à-dire le football quelque part est un liant, peut être un liant essentiel à notre société. Le sport est un élément très important. Il dit d'ailleurs que dans notre livre, il me dit quand je l'ai interviewé que le sport est plus important que le cinéma, parce que le sport c'est la vie. Alors, on parlait des supporters et il y a un réalisateur français, un grand réalisateur français, Jacques Tati, qui s'était intéressé justement à je peux pas ne pas montrer Forza Batti, un extrait de Forza Batti qui raconte la journée de la première manche de la finale de la Coupe d'Europe 1978. On regarde l'extrait de suite. Là, le clou, c'est bien. On voit bien dans cet extrait comment Jacques Tati a su saisir cette espèce de ferveur populaire dont vous parliez tout à l'heure, des gens qui attendent, parce que c'est plus qu'un match finalement qui va se dérouler. Ah oui, c'est exactement ça. C'est que on peut le voir la dernière Coupe du Monde quand l'équipe de France joue. Là, c'est ville morte où tout le monde est dans les bars, où tout le monde s'appelle pour se dire et quand est-ce qu'on le voit. Et surtout, ce besoin de le vivre ensemble. Autant on peut aller voir un film tout seul ou regarder tout seul un film à la télévision quand il passe, mais quand c'est un match de football et surtout le football, il y a le rugby aussi un peu, mais cette volonté, cette envie de le vivre ensemble, de vivre ce moment en collectif, et c'est ça qui est assez fort. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est on parle des longs métrages de fiction, mais on parle évidemment aussi de ces grands documentaires qui sont faits par des grands cinéastes avec une vraie vision de cinéaste. Et on voit vraiment que, voilà, là, cette narration-là. Kusturica qui a filmé Maradona. C'est ça. Alex de la Iglesia qui a fait le film autour de Messi. Et après, évidemment, William Klein, qui a fait The French sur le Roland Garros, ou The Greatest qui suit Mohamed Ali en 60 et en 74. C'est des cinéastes qui ont fait, qui ont une vraie vision du cinéma. Et quand ils réalisent un documentaire, il y a quelque chose qui jaillit. Et d'ailleurs, quand on se penche un peu sur cette question-là, on s'aperçoit qu'il y a énormément de similitudes entre le football et le cinéma. La durée, par exemple, déjà. Un match, ça dure 1h30 à peu près. Un film, pareil. Il y a des grands réalisateurs, il y a des grands entraîneurs, il y a des grandes stars du cinéma, il y a des grandes stars du football. Il y a des acteurs qu'on aime détester, il y a des joueurs qu'on aime détester. Je pense à Pepe, par exemple, qui jouait au Real de Madrid et qui était un boucher en défense. Il y a des agents dans le football, il y a des agents dans le cinéma. Il y a énormément de similitudes. Et vous en parlez dans votre livre qui fourmille d'anecdotes. Je pense aussi à l'anecdote de Sean Connery qui a failli qui a failli jouer au football. Et finalement, il s'est dit. Je vais être culturiste. Oui. Parce qu'il a fait du culturisme aussi. Oui. Et au final, il a fait acteur. Oui, parce qu'il s'est dit, si je joue au football à 30 ans, je serai à la retraite, tandis que là, je peux durer. Oui, il a bien fait, je crois. Mais oui. Et puis, moi, il y a tout ce que vous venez de dire, évidemment, similitude. Et puis, il y a, alors, pas tout le temps, mais il y a parfois une narration dans les matchs de football qui est un vrai scénario de film avec des rebondissements, avec des retournements de situation, et avec une histoire qui arrive jusqu'à un climax. Et puis énorme. On va en parler mais j'ai un exemple en tête. Très vite, c'est le destin de Steven Gerrard, par exemple, qui est le meneur de jeu de Liverpool, qui mène son équipe en Ligue des Champions. On se souvient de cette finale en 2005, où grâce à lui, Liverpool perd 3-0 à la mi-temps contre le Milan AC. Il donne un élan, il marque un but, et il remonte, et ils finissent par gagner la finale au penalty. Et puis,
Le dernier jour de sa carrière, il loupe la dernière marche. Ils sont presque champions d'Angleterre et ils glissent. Ouais. Et l'adversaire peut marquer un but. Et pourtant, il est soutenu et adulé par tous les supporters de Liverpool qui chantent You Will Never Walk Alone. Et c'est un destin presque tragique, quoi. Oui. C'est un destin. Si on l'avait écrit au cinéma, je suis pas sûr qu'on aurait dit mais c'est possible, oui, vous exagérez, c'est trop gros. Bah, c'est comme les 8 secondes de Laurent Fignon à l'arrivée du Tour de France en 89 contre Greg LeMond. Si on l'avait scénarisé, on aurait dit non, là t'en fais un peu trop. Mais non, c'est possible. Le sport dépasse la fiction. Complètement. Et du coup, c'est pour ça évidemment que la fiction a souvent utilisé des histoires sportives pour nourrir les scénarios, tirés d'histoires vraies. Alors, je vais vous proposer notre séquence foot et ciné et vous allez répondre à quelques questions. Votre film de foot préféré? Looking for Eric, je pense. Ouais, de Ken Loach. Voilà, c'est ça. Déjà pour mon amour pour Ken Loach et parce que il parle de la passion du football avant de parler du football. Et c'est ça que je trouve fort. C'est un match n'a pas la même résonance si on le vit tout seul que si on le vit ensemble. Et ça parle beaucoup aussi de notre vie en général, c'est-à-dire que et du monde en général, c'est-à-dire que les choses se font en collectif et se font pas tout seul. On n'est pas des individus séparés, on est un même ensemble. Et c'est là où le film de Ken Loach est très fort, c'est qu'il fait cette analogie entre le sport et notre vie. Le pire navet sur le foot. Le film avec alors il y en a un autre qui m'est revenu, c'est L'Alienato del Patrone, qui est un film italien catastrophique avec un comique qui s'appelle Ganfi. Il y a le film avec Zucco. Uma Ventura di Zucco. Uma Ventura di Zucco, où Zucco, le fameux joueur brésilien, est cloné par un riche industriel brésilien. On voit l'affiche là d'ailleurs. C'est ça. Ça donne un truc. Pour entraîner son fils. Et puis vous m'aviez cité aussi le film français. Ah oui, Les Seigneurs. Les Seigneurs. Qui est quand même, je veux dire, avec Gad Elmaleh, Joey Stark en joueur de foot. On sent qu'il y a une volonté de faire de l'argent en allant regarder des guignols jouer au foot. Mais on peut le prendre comme un navet, mais le problème c'est que c'est un navet qui a coûté un peu trop cher. Oui. Votre match préféré? Je pense que au terme d'émotion, c'est ça? Oui. Non, c'était plutôt votre match préféré. Vous m'aviez cité la France. France. Oui, j'ai trouvé que dernièrement le France-Argentine, la dernière Coupe du Monde, était assez beau. Et assez riche en suspense aussi. Ouais, avec l'Argentine qui prend la main, la France, l'Argentine, le but incroyable qu'a marqué dans de reprises. Pavard, c'était ça. Pavard. Et puis la France qui se détache, et puis l'Argentine qui revient un petit peu dans le jeu à la toute fin. Voilà, c'est un des matchs qu'on m'avait demandé, qui m'est revenu assez vite en tête. Et votre plus belle émotion de foot, justement? Alors moi, de tête, c'est la finale perdue par l'OM contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors j'étais jeune à l'époque, donc c'est pour ça que je pense que ça m'est resté aussi dans les mémoires. Surtout que j'avais été marqué par l'élimination injuste contre Benfica en demi-finale juste l'année auparavant à cause d'une main complètement évidente qui n'avait pas été sifflée. Moi les choses tragiques quelque part sans doute me touchent plus que les réussites. Après c'est très personnel, je sais pas si c'est bien. Et puisqu'on est dans le tragique, je vous ai demandé votre plus belle émotion de cinéma et voilà ce que vous m'avez répondu. Ouais, le 7e saut. 7e saut. Bergman. J'étais étudiant en cinéma et quand je l'ai vu à la Cinémathèque de Toulouse, je suis resté dans la salle pour le revoir 2 fois. Et j'aime rappeler mes amis étudiants pour aller le revoir une 3e fois. Et là, on est sur Mar Adentro d'Alejandro Amenábar, avec Javier Bardem. Ouais, et quand on parle de ce film, moi, il y a toujours un plan qui est incroyable, c'est le plan quand il part. Il est emmené par l'ambulance et ce plan qui reste sur sa famille sur le muret avec les larmes qui arrivent aux yeux de sa famille
Et puis Chungking Express de Wong Kar-wai, Oui, une histoire d'amour. avec une des chansons les plus utilisées au cinéma, California Dreaming. Et oui, mais moi, dès que j'entends cette chanson maintenant, j'ai envie de pleurer et envie de danser et envie de revoir Chungking Express de Wong Kar-wai. Et Quentin Tarantino l'a utilisé dans son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood. Mais c'est un film qui a une grâce incroyable et une poésie toujours moderne, toujours. Enfin, moi, je trouve ce film, je sais pas s'il est bien réalisé, mais en tout cas, moi, quand je le regarde, je suis à chaque fois embarqué. Le meilleur joueur de foot dans les films? Pelé, évidemment. À nous la victoire, déjà. À nous la victoire. Et puis, il a fait un autre film aussi qui s'appelle Hot Shot, qui est un film un peu moins bien au brésilien, où là, c'est l'histoire assez drôle. C'est un joueur qui veut devenir un champion. Et on lui dit, mais il faut que tu ailles voir Santos, qui est un ancien grand joueur qui s'est enfermé dans la jungle. On le voit là dans À nous la victoire. Dans la victoire. Dans le camp de prisonniers, hein, c'est la scène où voilà, hop, il va nous époustoufler avec ses jongles. Hein. Je sais pas, avec les Rangers, c'était si facile que ça. Après, le cinéma est un art de la triche. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Ouais, j'ai ça dans le sang. Je suis de Trinidad. Là-bas, dans la rue, on faisait ça avec les oranges. Et dans le film, il s'appelle quand même Luis Fernandez. Oui. Un match contre les Allemands? Pourquoi pas? Le meilleur acteur sur le terrain. Alors, pour rigoler, j'aimerais bien dire Neymar. Parce que voilà, oui, c'est quelqu'un. C'est beaucoup de cinéma. C'est beaucoup de cinéma. Après, ça fait aussi partie du football. Hein. Les arbitres n'ont qu'à pas se faire avoir. Exactement. Après, moi, je trouve que ce que je vous avais, en préparant l'émission, dit Maldini. Je voyais bien Paolo Maldini dans un film de Bellocchio et Stéphane Kivarch dans un film des frères Dardenne. Mais vous m'aviez dit aussi que pour vous, le meilleur acteur dans un film, ça avait été quand même Paul Bartel dans Les Petits Princes. Ah oui, Paul Bartel. Alors, Les Petits Princes du film de Vianney Le Basque. Vianney Le Basque qui est donc réalisateur qui a été footballeur aussi. Qui a été footballeur, qui a arrêté sa carrière à cause d'un problème de genou. Et en préparant ce film, il m'a expliqué qu'il était à chaque fois traumatisé par les scènes de foot qu'il voyait dans les films. Les films, oui. On pense par exemple à Coup de tête. On a du mal à croire à Patrick Devers en jour de Ligue 1. Et donc du coup, pour préparer son film, il avait dit, voilà, on voit bien, voilà, il avait demandé à Paul Bartel de préparer 3-4 trucs. Il lui avait dit, ces 3-4 trucs, ce tir du pied intérieur du pied droit, cette roucoulade, tu les prépares et je veux que tu les fasses parfaitement. Oui, il les fait très bien d'ailleurs, c'est très crédible. Hein. Donc voilà, c'est en préparant le film, il avait préparé les quelques plans qu'il voulait de manière à ce que il les place assez vite, comme ça le spectateur croit en la capacité de Paul Bartel d'être un joueur de foot. Et en fait, les cinéastes, ils expliquent que si on fait croire au spectateur tout de suite dans l'histoire, dans le personnage, après, c'est gagné. Après, on croit tout au long du film. Voilà. La meilleure réplique d'Éric Cantona au cinéma. Allez, on va la regarder, parce qu'elle est quand même énorme. It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. I'm not a man, I am Cantona. C'est ça. C'est exactement ça en fait. Hein. Oui, et ça résume bien Cantona dans sa capacité à lui-même à écrire sa propre histoire, à écrire sa propre légende. Et avoir une distance vis-à-vis de lui-même aussi, et l'autodérision aussi. Hein. Évidemment, et de ce fait, à voir aussi tout ce que le foot peut apporter, de ne pas se perdre aussi avec le mirage du foot qui peut être pour des jeunes, pour des jeunes joueurs ou pour aussi pour la population. On peut aussi dire que le football, ça a été utilisé à un moment donné comme un opium pour faire oublier les crises, pour du pain et des jeux. Hein, on se souvient quand même qu'il y a même une guerre qui a été déclarée à cause de matchs de football en Amérique du Sud, hein, quand même. C'est ça. Donc c'est des enjeux politiques parfois très forts. C'est ça. Donc lui, cette distance-là, avec il résume un petit peu ça, et puis en même temps, c'est un clin d'œil à lui en tant que joueur de foot. Hein, et d'ailleurs, en tant que joueur de foot, la meilleure citation dans la vraie vie d'Éric Cantona, on va la voir de suite. When the seagulls follow trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Thank you very much. Ah ouais, on entend des éclats de rire parce qu'il a surpris tout le monde avec cette phrase. Là, quelque part, il fait un happening théâtral. Ah oui, complètement. C'est du cinéma, c'est du théâtre. C'est là où on se dit, c'est pas étonnant que après il soit allé vers le théâtre, vers le cinéma, et qu'il ait toujours cette carrière et qu'il continue dans le cinéma. C'était un acteur dans l'âme, c'était un artiste dans l'âme et c'est pour ça qu'il a eu aussi cette carrière sur le terrain, c'est qu'il avait une dimension artistique en tant que joueur de foot. Il a amené quelque chose en plus, il a incarné quelque chose en plus. Il avait déjà un statut de star de toute façon avec le foot, et ce statut de star il l'a emmené avec lui et il l'a sublimé en devenant acteur de cinéma. Mais un peu comme Mohamed Ali. Exactement. Mohamed Ali, il mettait en scène ses prises de parole en dehors du ring, sur le ring. Il scénarisait ses combats. Le combat qu'il a fait contre Foreman. Le combat dans la jungle qu'il a déroulé à Kinshasa au Zaïre, et il l'a scénarisé son combat. Il l'a scénarisé. Il savait que pendant cette round, il allait prendre des coups, qu'au 8e, il allait se relever. Et il l'a fait. Et il disait à Foreman, c'est tout ce que t'as. Et Foreman qui frappait comme un sourd et qui vraiment... Il frappait fort. Il frappait très très fort, parce que Mohamed Ali le disait dans ses mémoires, il frappait très fort. Il disait à Foreman, c'est tout ce que t'as, tu fais pas mal, etc. Il a démoralisé Foreman. Et c'est pas étonnant que Mohamed Ali soit le personnage qui a été le plus repris dans les films. Il y a un superbe film de Michael Mann, il s'appelle Ali avec Will Smith, et qui est un très très beau film sur justement ce combat dans la jungle. Et puis chaque fois qu'il y a un nouveau documentaire qui sort, c'est un documentaire sur Ali. Il y a peu de documentaires sur d'autres boxeurs au final. Revenons au foot avec le plus beau but de cinéma pour vous. C'est le Timbuktu d'Abderrahmane Sissoko. On va le voir de suite. Et on voit ce but sans ballon, finalement. Ouais. C'est une très belle scène, totalement crédible. Et c'est de ces enfants qui jouent sans ballon parce que le football est interdit. Et moi, à chaque fois que je vois cette scène, ça me hérisse les poils tellement je la trouve d'une grande beauté, à la fois sur ces enfants donc on interdit de faire un truc très simple, c'est de s'amuser quelque part, c'est jouer à un sport qui semble anodin. Ça montre déjà ce que certaines personnes savent, que le sport n'est pas si anodin que ça et que c'est quelque chose qui rassemble les gens et donc du coup qui peut être dangereux aussi pour un État totalitaire. Et puis cette beauté avec cette musique là, de ce vrai ballet. Et je trouve que même s'il n'y a pas de ballon, ça n'a aucune importance. On croit à ce jeu, on croit à ces passes, on croit à ce but, parce que la mise en scène d'Abderrahmane Sissoko permet cette croyance-là. C'est-à-dire que lui, il y croit, les joueurs y croient. Il y a une grâce et une magie qui se fait. C'est une magie du cinéma, en fait. On est dans un espace imaginaire, mais qui devient aussi un espace de liberté pour tous ces jeunes. Oui, c'est ça. Quelque part, c'est une échappée poétique dans une situation sociale et dans un pays qui est absolument tragique. Et pour eux, c'est un échappatoire, en fait. On va terminer avec le match qui ressemble plus à un film. Je pense qu'il y en a plein, mais il fallait en choisir un. Et moi, c'est la victoire de Manchester United contre le Bayern de Munich, où le Manchester marque 2 buts dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu. Moi, je l'ai vu et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont menés au score. On rappelle, ils sont menés au score. Ils égalisent et ils marquent le but de la victoire. Les 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est absolument incroyable. Et c'est comme ce que je disais, c'est que si on l'avait écrit,
ce scénario de match, personne n'aurait pensé que c'était possible. Exactement, on aurait dit c'est trop gros. Oui. D'ailleurs, en parlant de Manchester, c'est très curieux que le cinéma ne soit pas intéressé à George Best, hein, ce joueur mythique qu'on surnommait le 5e Beatles, parce que c'était le premier joueur de l'histoire du football qui se comportait comme une pop star. Hein. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer George Best, qui disait j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, le reste, je l'ai gaspillé. Hein. En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Aujourd'hui, un joueur de foot pourrait plus dire ça. Hein. Non, il pourrait plus. Il serait censuré par tous ses public relations, ses agents et voilà, et le club. On en revient au livre. Pour vous, quel est le sport qui a donné les plus beaux films finalement ? La boxe. La boxe, ouais, incontestablement. Hein. Ouais, incontestablement la boxe. Parce que la boxe, alors le football, c'est 22 personnes sur un terrain. À filmer, c'est très compliqué. Jean-Jacques Hano disait, c'est 22 personnes qui bougent et avec une balle qui vole, qui passe de l'un à l'autre sans qu'on sache véritablement la trajectoire précise. Donc c'est compliqué à chorégraphier, à mettre en scène. Que la boxe, c'est déjà une scène de théâtre. Il y a les projecteurs, il y a les 2 personnes, c'est surélevé, il y a le public autour. Toute la dramaturgie et la mise en scène est déjà là. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre en avant et de magnifier ce sport et d'utiliser ce sport dans le cadre d'une histoire, pour créer de l'émotion. On va bientôt conclure notre entretien et je ne peux que conseiller ce livre. Hein, c'est bientôt Noël. C'est une belle idée de cadeau pour tous les passionnés de sport et de cinéma. Il y a ça fourmille d'interviews, d'anecdotes. C'est très intéressant. Ça donne envie de revoir les films. Oui. Hein. Et je sais que vous travaillez sur d'autres projets. Oui. Alors sur les projets de livres, on a comme projet de sortir quelque chose pour la Coupe du Monde 2022 autour du football et du cinéma. Spécifiquement le football. Spécifiquement football, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films dont on n'a pas parlé, puis il y en a beaucoup plus qui sont sortis aussi depuis les 2 ans, les 2 dernières années. Et puis Paris 2024 évidemment est quelque chose que nous on voudrait pas rater pour relier de nouveau la culture et le sport, voilà, pour qu'il y ait aussi une participation du cinéma à Paris 2024. Très bien. Je vous propose de regarder FDP, Fiori di Paesani, et je recevrai le réalisateur Stéphane Regolia tout de suite après. Merci Julien d'être passé nous voir. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Camminava solo all'acqua fresca, con l'ombra di luna per vicino, in mano il accendo a mia giarretta. On va t'offrir un studio en ville. Tu es jamais content? Un studio en ville? J'ai une tête à prendre un studio en ville. Moi, je vais rester avec la maison, maman. Je vais pas bouger, je te le dis. Ma place, elle est ici dans le jardin. J'en ai rien à foutre. Come va per entrare in sta casa? Famiglia di merda. Di merda. Come vai a pagare sta casa? Quando scontrai a te nello cammino, in capo all'uso antico la dosezia. À ton avis, pourquoi lui vend? Tu as vu ce qu'il donne? Il a de l'argent, elle en a besoin. Elle va vendre, puis c'est tout. Attends, ta grand-mère, elle venait à peine de décéder. Il voulait déjà racheter ta maison. Putain. Mais qu'est-ce qu'elle fout, ma mère, avec ce type? J'en sais rien. Là, ça va être du béton. Il sait faire que ça. Mais bon, on n'y peut rien, le mec, il est blindé, il est... Tu vas te laisser faire? Oh! Je sais pas quoi faire, je sais pas. Comment ça, tu sais pas quoi faire? On va trouver un truc. Fais-moi confiance. Je me
Viré de chez moi par un entrepreneur de merde, plein de fric, qu'est-ce que tu comprends pas? Enfin, de là à vouloir faire les terroristes, recréer le FLN ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est qu'est-ce que tu complètement sauras, craqué. toi? Qu'est-ce que tu parles? Je te parle de plastique un panneau, tu me parles de terrorisme. Bon, avec le maire, j'en sais rien, moi. Et quoi là? Balda, c'est un nationaliste. Ah ouais. Il était au FLNC quand il était jeune. Bien sûr, je sais, c'est une cloche, je le connais. Une cloche, le type il a sacrifié sa vie pour la Corse et toi tu dis que c'est une cloche. Ouais, d'accord. Bien sûr que c'est une cloche, bien sûr. Mon beau-père, il s'en bat les couilles du FLN ou pas. S'il y a de l'argent, il y va, lui. Hein. Ouais, mais je comprends pas, ton beau-père, il vit avec ta mère, non? Mais il a rien à voir avec moi. Hein. C'est bon, j'appelle. Mathilde? Ouais, il est là, Pierre, s'il te plaît? Je vais juste demander un truc. Il est pas là. Ouais, mais demande où il est au moins, je sais pas. Il est où, s'il te plaît? Ok, ça marche. Bon, ça marche, merci. Merci, ça marche. Bye. Alors? Elle sait pas. Attends. Ah, c'est bon, je sais. Ecco, so lì, voilà. Come vedi siamo piattati? Tu fais chier, Mathéo, toi. C'est le maire, ça. C'est un ancien du FLNC. Ouais. Tu es à côté, c'est ton beau-père, ça? On va aller voir. C'est tout vu, hein. Il se tape dans la main et nous la met profond. Ah oh, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent rien du tout, ils mettent. Vas-y, je vais le voir. Mais dis-moi, le type, là, tu le connais? Bonjour déjà. René. Il veut acheter la maison, mais la maison elle est pas à vendre. C'est ta famille qui va, no? Obi, cosa si passe? Di un giorno che sta a casa di Caccara, qua su in Poreto. Ah, j'ai bien connu sa grand-mère. J'en ai rien à foutre. La maison elle est pas à vendre, tu as compris? Mais la maison elle est pas à toi, Coco. Comment ça, la maison elle est pas à vendre? Calmati. Écoute-moi bien. Va travailler, et un jour tu pourras t'en payer une comme ça. Toi aussi, écoute-moi bien. Plutôt crever que te laisser la maison, tu as compris? Ça on verra. Et toi, tu es l'ancien du FLN, toi? Francese di Miera. Ouais. Le dalle nationaliste. Quelle pute. Nous, on est des fils de nation, on est des fils de pute. Il a dit quoi, René? Attends. C'est mon oncle qui rappelle. Attends. Vous êtes à Paris, vous. Vous êtes dans la banlieue, tout ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis ici, moi. Mais je m'en bats les couilles, je m'en bats. Putain. Allez, viens. S'en fout. Ça va le faire. En fait, pour un truc comme ça, t'as pas besoin d'explosifs. Tu mets le feu, c'est pareil. Oh, qu'est-ce que tu parles, toi? Tu crois qu'il va avoir peur du feu, l'autre? Je sais pas, mais bon. Mais si tu sais pas, tu fermes ta gueule. Tu vas rester chez toi demain. J'ai tout préparé moi, et puis voilà. Non, mais t'inquiète, je viens, moi. Toi, tu resteras chez toi, toi. Et si je reste chez moi, vous allez faire n'importe quoi. Ouais, mais tu es mieux chez toi. Ouais, je viens. Putain. Ouais, on y va. Allez, on démarre. J'espère que tu as ce qu'il faut. Toi, ce qu'on a. Comment que tu cours vite. Putain, c'est bien ça. C'est quoi le nom? Le fio du paysan. En gros, enfin bref. Pour front de paysan, c'était les premiers, tu vois. Ah, tu fais pas de la merde, hein? Fioli, paysan, c'est bon. Je fais pas de la merde, mais frère, des FDP. FDP, y a rien qui te choque, FDP. Je vais taguer fils de pute partout. Sans déconner, c'est nul à chier. C'est toi qui as chié, oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est la mèche pour pouvoir utiliser ça. Si on teste pas avant et qu'on arrive là-bas, ça marche pas. Et si on arrive là-bas et qu'on en a plus? Alors, c'est rien. Oh, c'est vrai. Hein? Tu vas manger avec les yeux. Ils font du béton partout et
Un endroit comme ça, il laisse à l'abandon. Ah non, mais... C'est vous qui avez tagué ça, là? Vous êtes sérieux? Oh, putain. Bon, c'en est tout. Écoute, ça avance. Et le communiqué? Ouais, ça y est, c'est parti, là. Il est parti? Attends, tu devais m'attendre. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Ils vont comprendre, hein. Je dis que tous les promoteurs mafieux, tout ça, ils pouvaient s'attendre à du plasticage. Bon, quoi? Je t'ai entendu, tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? Parce que René, déjà, on n'est même pas sûr que ce soit mafieux. Question si c'est un mafieux ou pas. Je sais pas. Tu sais d'où il vient son argent? Ah, voilà. Quoi? Rien. Tu fais ça bien. C'est vraiment une idée de merde d'être ici. T'as pas compris qu'il fallait qu'on se montre, toi? Vous voulez vous montrer, les gars? On prend une photo. Ah, vous faites un effort. JP, qu'est-ce que tu fais? JP! Attends, mais pas qu'on a pris des deux. Tu es venu, du coup? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai. Je rends juste service. C'est qui ce là? Parle bien! À qui tu parles au fou? Et toi, tu sais qui te parle quoi? Tu es malade ou quoi? Location, je défonce. Allez, va. Je reviens. Ouais, qui c'est qui conduit? Salut. Non, allez, tu connais pas la voiture. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'aille pisser, 2 secondes. Putain, tu casses quoi? Dépêche-toi, dépêche! Dis-moi, le type là, il y a quoi avec lui? Tu me saoules. Oh putain. C'est JP. Matteo! Spicciati! Ok. T'es sûr? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais ici? On avait dit un panneau, pas une maison. Rien à Mais tu foutre. sais pas ce que tu fais là. Au moins ils vont comprendre ça, enfoiré. Non mais, putain, Il est où Mathéo? il surveille. C'est lui qui se passe là. Ça va, mec. Il coulade! Non mais, éteins! Putain, si j'étais maintenant, on saute avec, viens. Putain de merde. Dis-moi, avec l'autre type là, c'est sérieux ou pas? Ça saute pas. Tu crois que ça a pris? Maï! Je veux savoir si c'est sérieux. Mais on s'en fout là. Maï!
m'a dit que JP nous a suivis. Il a tout filmé. Les flics, ils arrivent. Passe pas, Non, je te dis, passe pas. Passe de suite. Passe de suite. Qu'est-ce que t'as acheté? Réponds. Allez. T'as longtemps hésité sur la fin, pour la fin du film? Ouais, j'ai essayé pas mal de fins différentes et tout ça, et pour vraiment, après j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait vraiment de ce que je voulais faire, mais c'était pas vraiment écrit comme ça à la base. Et ça, c'est au montage, on a essayé j'essaie des choses au montage après, voir comment ça... Enfin, ouais, ce qui me correspondait le plus. On réécrit aussi un film au montage. Ouais, mais c'est clair. Non, mais c'est vraiment la deuxième ou troisième écriture, c'est vraiment le montage, je pense. C'est vrai que c'est bien aussi de monter des fois un peu soi-même, je pense. C'est Fellini qui disait, en fait, que tu fais un film, tu le fais 3 fois. Tu le fais une fois à l'écriture, une fois au tournage, et une fois au montage, c'est clair. Et Cocteau qui dit, il faut monter ses films soi-même. Après, non, je dis pas ça pour les monteurs, mais mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu accouché de quelque chose, tu vois, des fois. Et là, pour ça, j'avais envie de ça, ouais. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Laurent. Je suis très heureux de te recevoir. Merci. Fiole du Paysanne, FDP. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup ton film. Il dit plein de choses. C'est un film très dense finalement. Ça va vite. Il y a plein de choses. Et je sais que tu as eu beaucoup de mal à le produire finalement, ce film. Ben ouais, ça a été long. On a mis quoi? Pour faire 13 minutes, on met 5 ans. Tu vois. Mais c'est vrai que les gens doivent savoir ça, que c'est très long de pouvoir. Non, mais c'est vrai, de la première écriture jusqu'au au montage final, après on décide qu'on touche plus et tout ça. C'est vrai que ça a mis pas mal de temps, parce que tu essaies de convaincre les partenaires, etc. Donc, évidemment, la chaîne ici, ça a été assez vite. Voilà, franchement, tout de suite, vous avez accroché. C'était génial pour moi parce que ça m'a permis d'avoir un peu cette assise-là. Et après, derrière, il a fallu convaincre aussi le CNC à Paris pour qu'ils comprennent les enjeux du film, tout ça. Peut-être que je m'exprime mal, peut-être qu'ils comprennent rien, tu vois. Voilà, mais beaucoup de réécriture, beaucoup de choses comme ça pour essayer d'avoir maximum de financement et pas faire un film de copains. Je voulais pour une fois avoir un film avec un peu de moyens et tout, et pas être en mode à chaque fois, on va dans la camionnette, se changer, enfin, voilà, ce genre de truc. Même si j'aime bien ça, mais là, sur un film, je voulais être un peu à l'aise, quoi, voilà. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps pour finalement me dire, bon, allez, on y va comme ça, tant pis, on va rogner sur pas mal de choses, et on va le faire quand même. Voilà. Mais tu crois que qu'est-ce qui effraie en fait? Qu'est-ce qui a effrayé les partenaires? C'est le thème, c'est quoi? Alors non, la région, ça a été refusée qu'une fois, donc avec interdiction de représenter, dérogation, etc. Mais bon, malgré tout, ils ont été à l'écoute et ça a pu se faire et voilà. Mais c'était surtout le CNC, c'était très compliqué. Refusé 2 fois la contribution financière, donc l'aide avant réalisation, et 2 fois au COSIP aussi, donc 4 refus quand même. Je pense qu'ils comprenaient pas. Les enjeux, c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à m'exprimer. Ils comprenaient pas ce que je voulais faire passer. Ils sentaient qu'il y avait peut-être quelque chose, une énergie et tout. Mais déjà, cette fin, ils n'arrivaient pas trop à se dire, mais elle est où la morale, en fait? Voilà, parce que je pense qu'au CNC, ils aiment bien quand il y a une morale un peu judéo-chrétienne. Il n'y a pas trop ça, là. Il n'y a pas trop ça. En plus, c'est une histoire, tu t'es accroché parce que c'est une histoire qui te tient à cœur. Ouais, c'est inspiré de l'histoire de mon frère. Donc voilà, il a fait ses trucs, mais il avait fait des attentats à l'époque, on m'a lancé il y a prescription, c'était assez longtemps, et donc il avait fait un peu de prison et tout ça, et c'est quelque chose qui m'a évidemment marqué, parce que moi j'étais jeune, j'avais une 20aine d'années, je voulais déjà faire des films et tout ça, et c'était une histoire qui m'intéressait en tête, c'est-à-dire à un moment donné, quand est-ce qu'on prend la décision d'y aller et de passer à l'action, franchir le pas, aller au-delà de ses peurs et tout. Et je me suis, voilà, ça m'était resté en tête. Oui, qu'est-ce qui fait passer le pas? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est une décision qui est plus profonde, qui est en soi? Voilà. Comment on exprime cette rage, cette colère, cet sentiment d'injustice? Exactement. Comment on vit avec ça? Et voilà, et des fois, on n'a pas les mots pour le dire. Et c'est une émission sur le foot, et c'est justement ça. Et j'ai rencontré certains supporters qui m'ont aussi inspiré le personnage de Maïs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les mots. Et des fois, ils n'ont pas les mots, donc ils deviennent violents, en fait. Et c'est une question d'expression. Je dis pas moi que je m'exprime bien, des fois je m'énerve même contre mes enfants, mais on a tous à un moment donné, on manque de mots pour dire les choses, et donc on passe à l'action pour certains. Voilà. Et je voulais parler de ça, quoi, un peu à travers ça, parmi des milliers de trucs. En fait. Et tu tournes, on sent d'ailleurs cette tension dans la façon de tourner que tu as. Tu es toujours très près. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne sur un extrait parce qu'il y a un plan qui m'a marqué, et je voudrais que tu nous expliques un peu pourquoi. Donc, on va regarder ça de suite.
Tu vas te laisser faire? Oh! Je sais pas quoi faire, je sais pas. Comment ça, tu sais pas quoi faire? On va trouver un truc. Fais-moi confiance. Jour et on voit lui, ce regard qu'il a. C'est ce plan où elle s'attache les cheveux dans le contre-jour et on voit son regard à lui, qui voit quelque chose d'un coup. Il parce qu'elle, c'est la clé en fait. C'est ça. C'est la clé, tu vois, c'est son amour quoi. Donc il le sait pas encore qu'il est amoureux d'elle. Enfin, il le sait, mais il le sait pas. Il le découvre peut-être à ce moment-là. Exactement. Et si tu veux, il est à genoux devant elle. Et elle lui dit t'inquiète pas, on va trouver un truc. Il se remet à elle quelque part. Voilà. Bon après, voilà, je pars en trip, tu vois, mais. Non, mais je me suis, moi, quand j'ai vu ce plan, ça m'a touché. Je me dis tiens, il se passe un truc, il se passe quelque chose. Et parce que tout le film tu filmes toujours il y a quelque chose de très poétique d'un coup qui se met en place alors qu'on est dans un truc très rural, très ancré dans la terre, parce que à la fois c'est ancré dans la terre, à la fois c'est ancré dans le béton qui arrive, et là on est dans quelque chose. Et en fait c'est ça, mais c'est vrai, c'est comme si en fait l'amour il sortait de la terre, tu vois, un peu. D'un coup il s'attendait pas en fait à voir ça lui-même de ses yeux, c'est-à-dire ce contre-jour, cette fille jolie à travers les rayons du soleil, ses cheveux et tout ça, et s'y attendait pas, et d'un coup c'est presque lui qui est cueilli tout seul en fait. Et voilà, moi surtout le fait qu'il soit à genoux devant elle, c'était la symbolique, c'était ça. Et quand tu as tourné ça, parce que tu étais à la caméra, quand tu as tourné ça, tu savais que tu le mettrais au montage. Franchement c'est un truc que je tenais tellement, puis j'ai fait chier tout le monde avec ça. Tout le monde me dit mais non, mais tu es trop prêt, recule. Non, mais moi je voulais tellement être prêt, en fait je voulais travailler avec eux, mais presque en eux, tu vois. Et oui, ça c'est un truc j'y pensais depuis, c'est sûr. Puis elle est rousse, alors j'adore ça en plus, tu vois, l'idée du feu quoi. Et donc je me suis dit, les rayons de soleil qui passent à travers des cheveux de feu, je trouve ça, voilà, je pars en trip. Non mais c'est un film très dense. Évidemment on y traite de plein de choses, on parle de la dérive mafieuse, de la spéculation immobilière. Bon, c'est un thème totalement d'actualité. Et justement pour toi c'est le cinéma insulaire, il doit prendre en charge un peu tous ces thèmes. Complètement. Non, bien sûr, pour moi, le cinéma, déjà, pour moi, de ma vision, alors il y a des films intellectuels et tout ça, mais de ce que je veux faire, moi, c'est évidemment des choses qui sont populaires, c'est-à-dire des gens qui parlent aux gens, quoi. Voilà, des choses où on est très ancré. Après, il y a d'autres films qui sont sur des concepts, très bien, mais moi, voilà, je fais ça pour ça. C'est-à-dire des histoires de vie qui sont très ancrées dans nos quotidiens et tout ça, et à un moment donné, il va se passer quelque chose qui se passerait peut-être pas ailleurs ou dans la vie, mais enfin, voilà, c'est toujours inspiré, mais pour moi, c'est ça, ouais, c'est sûr. Et évidemment, en Corse, on est marqué par ça. Évidemment, on est marqué par le fait qu'on soit pas beaucoup déjà, et puis le fait qu'à un moment donné, il y a du béton qui arrive dans certains villages, dans certains endroits, et on se comprend pas très bien. En fait, c'est d'autres enjeux, d'autres réseaux qui nous dépassent et qui, à un moment donné, nous touchent. Et là, si ça nous touche, c'est plus la même histoire. Et tu penses justement que le cinéma doit prendre en charge ça, à sa part de responsabilité dans le traitement de ces courants qui traversent la société corse. Oui, parce que oui, évidemment. Après, savoir est-ce qu'on touche vraiment les gens, je sais pas, mais en tout cas, je pense. C'est un ensemble. Moi, ça me touche là, je vois plein de choses. Écoute, voilà, je pense que notre place, chacun a sa place. Et moi, ma place, je la sens comme ça, en tout cas. Oui, ta place d'artiste. Je sais pas si je suis artiste, mais en tout cas, je sens que j'ai ce besoin de faire ça parce que je l'ai pas vu ailleurs et je me suis dit, bon, ça, il faut le traiter quand même. Tu vois, ce côté, les jeunes, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font de cette violence? Est-ce que la violence, elle va se répéter? Oui. C'est un cycle, la violence. À un moment donné, ça s'estompe et puis ça repart parce qu'on a été tellement marqué par ça. Et donc, à mon avis, on voit dans le film, il s'adresse au maire qui était un ancien du FLNC, voilà. On voit des jeunes qui sont nés dans ils sont nés dans ça. Et à mon avis, le cinéma, et puis en plus, on a tellement d'histoires à raconter. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des histoires qui sont cinématographiques, à mon avis, ouais, c'est sûr. Comment tu as travaillé justement avec ces jeunes comédiens que tu connais bien, Je pense à Maxime, à Elian. Oui, en fait, je les connais bien maintenant, mais au moment où on a tourné. Ouais. Moins quand même. C'est vrai qu'on s'est plutôt découvert. Elian, que j'avais vu faire que de la comédie, j'étais persuadé qu'il pouvait jouer un peu dans le drame. Maxime aussi. Et Maxou aussi. Mais même si Maxou, son personnage est un peu à côté, mais c'est vrai qu'il a ça aussi. Il a cette possibilité. Je pense qu'il a cette corde aussi pour pouvoir jouer un peu dans le drame et tout. Et Lily aussi, que j'ai découvert. Je sais pas, j'ai cette prétention. Je me dis, bon, avec moi, tout le monde va bien jouer, non, tu vois. Non, je sais pas, mais non, on a un peu travaillé. Et puis beaucoup de confiance, beaucoup de discussions et tout ça. Et puis je sais pas, tu sais, des trucs tu sens comme ça. Moi je trouve qu'ils sont justes. Enfin, tu vois, je le revois, je suis content. Il y a pas des trucs où je me dis, tu vois ça, voilà. Après les gens vont se dire, se montent là, c'est comme je suis content parce que ça ressemble à ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors au final, justement, oui. Ouais. Est-ce que ça ressemble au film que tu rêvais de faire?
Il y a toujours un delta, j'allais dire, entre ce qu'on a rêvé de faire et ce qu'on arrive à faire. Mais non, dans l'énergie, je trouve mon compte, ça va. Tu vois, je suis content parce qu'il y a ce que je voulais. Les gens me disent, ça va trop vite. Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'était mon envie, c'était ça. J'avais envie de ça. Après, est-ce que, en termes de plans, en termes de trucs, j'imaginais peut-être d'autres choses et tout. En plus, c'est moi qui ai filmé. Au départ, c'était peut-être pas moi. Finalement, j'ai dit, non, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aller jusqu'au bout et tout. Tu vois, d'aller au bout de l'épreuve du truc et de porter la caméra, tu vois, tout le temps. Et non, finalement, je pense que oui, ça va. Tu vois, je suis content. Non, mais après, les gens me disent prétentieux. Non, mais c'est vrai, je suis plutôt content du film. Voilà. Et que ça ressemble, je trouve. Alors, on va rentrer dans notre séquence culte. Je t'ai posé quelques questions. Allez, c'est parti. Et on va voir quelles sont tes réponses. Attends. Ton premier souvenir de cinéma? Alors, premier souvenir de cinéma, en fait, c'est pas tellement le film, c'est aller au cinéma qui était une épreuve à l'époque. Je devais avoir 2-3 ans. À l'époque, on habitait à Paris et il y avait mon oncle Julien. Je me souviens de la galère pour se garer, tu vois, et pour aller, tu vois, pour accéder à la salle. C'était même pas le film, tu vois, c'était la galère pour accéder à la salle. Et je me souviens de ça, tu vois, ce truc de on était en retard, tu vois, tout un truc comme ça. Et après qu'on était rentré dans la salle, c'était déjà commencé, tu vois, et les gens, tu vois, il y avait un peu ce cérémonial là, comme ça. Et je me souviens de ça, surtout ça. Et c'était Bambi? Bambi, ouais, Bambi. Et tu as vu la maman de Bambi se faire tuer? Mais je crois pas, parce que je suis arrivé en retard du coup, tu vois, donc je crois pas, ça m'a pas choqué du coup. La première claque? Alors, la première claque, c'était le retour du Jedi, enfin Star Wars. Le troisième opus de Star Wars. Ouais, qui était sensationnel. Je veux dire, tu vois ça quand tu es gamin, c'est vrai. Oui, regarde. C'est ça. Exact, ouais. C'était génial. Oui, c'était superbe. Hein. Ouais, mais c'était pas ces effets spéciaux là. Je crois que c'était les effets spéciaux un peu poussés. Un peu poussés, mais ça, c'était la version remasterisée, retravaillée par George Lucas. Mais derrière, j'ai adoré Spaceball, la parodie. La parodie de Mel Brooks. La parodie de Mel Brooks, qui est exceptionnelle. Qui était géniale. Et qui parodiait d'ailleurs tous les films de science-fiction. En plus, c'est ça. Ça allait d'Alien à Star Wars. À Star Trek aussi. À Star Trek, oui. Exact. Tout à fait, oui. Et je me suis régalé. Et tu vois, l'idée de la parodie, j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Les codes, en fait, j'ai compris les codes, je pense. Parce que quand tu parodies un genre, en fait, il faut reprendre les codes exactement. Ce qu'avait fait aussi Mel Brooks en parodiant notamment la scène de la douche de Hitchcock dans ce film dont j'ai oublié le titre là. Mais oui, la scène de Psychose, il a parodié dans un autre film où l'acteur arrivait, prenait sa douche et il y avait le groom de l'hôtel qui arrivait et qui le frappait à coups de journaux et il disait voilà votre journal. C'était très 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 drôle. Je crois que ça s'appelle Le Grand Alibi, me semble. D'accord. Le film que tu regardes une fois par an? Alors le film que je regarde une fois par an, alors c'est peut-être pas le cas, peut-être pas une fois par an, mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de blues, un petit coup de blues, je crois plus dans la vie, je crois plus dans le monde. Je regarde La vie est belle de Frank Capra. Que je trouve tombé par terre, je trouve qui met toujours qui met le moral. C'est un film qui met. Voilà. C'est vrai que quand on a un coup de blues, on regarde ça. Ouais. Bon, il passe tous les ans quasiment à Noël presque. Hein. Oui, en plus, donc c'est la période. James Stewart, est fabuleux. C'est clair, l'histoire avec les étoiles qui parlent entre elles. Enfin, c'est à tomber par terre. J'adore. Hey, that's pretty good. Puis il y a un humour, tu vois. Oui, il y a de l'humour. C'est ça. Capra, c'est. Et ça va vite chez Capra. Ouais, il y a un rythme de fou. C'est très rythmé. Ta réplique favorite? Alors, bon là c'est spécial dédicace au cinéma français parce que quand j'étais au lycée, d'ailleurs petite pensée pour Michel Corot que j'adore et donc on avait regardé, je sais plus c'était avec Pierre Rossignol et Michel Corot, mais donc À nos amours de Piala. Et cette phrase À nos amours de Piala qu'on va voir. Voilà, on va la voir. Thanks a lot. Pas de quoi, c'est gratuit. Ah, c'est énorme. Il n'y a pas de quoi, c'est gratuit. Je trouve ça génial. Voilà. Pour moi, c'est tout le cinéma français qui est résumé là. Tu vois, ça pourrait être un peu romantique, un peu poétique, un peu truc, mais tu vois, le côté amer, tu sais, un peu doux amer, tu vois, voilà. Et là, nous, on avait rigolé quand on avait vu ça à l'époque. Puisque tu parles du cinéma français, j'aurais juste montré ce livre qui vient de sortir à Éric Nehoff, qui est journaliste au Figaro et qui a écrit un pamphlet très cher cinéma français. C'est très drôle. En fait, il détruit un peu tout ça, quoi. Allez, on va se faire un petit plaisir. Je vais lire juste un petit extrait. Très volontiers. De Profundis, le cinéma français. On ne peut même plus lui accoler le doux, le beau nom de divertissement. Il était un art forain et s'est transformé en cours du soir.
On y baille ferme, la distraction est bannie, rigolo s'abstenir. Oui, on sait, l'ennui n'est pas un critère. Ces bâillements ont quelque chose de réactionnaire. Un silence de plomb s'abat sur un public tétanisé qui n'ose pas quitter la salle. On lui a dit que ses œuvres étaient importantes, profondes, vertueuses. Quelle plaie. Et c'est comme ça tout le long du livre. Il s'amuse. Ouais, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien parce que, alors c'est très drôle, il y a de la mauvaise foi évidemment. Ouais, bien sûr. Il dit par exemple qu'un pays où Isabelle Huppert est la plus grande actrice est un pays qui va mal, mais c'est très drôle. Et puis il y a des choses assez vraies quand même. Non, mais bien sûr, il y a un truc un peu nombriliste des fois dans le cinéma français, tu vois, comme ça, qui est un peu insupportable, mais c'est vrai. Le couple ou le duo de cinéma. Mais je pense que tu pensais à des acteurs, non? Oui, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, je pensais à De Niro, Scorsese, mais voilà, c'est parce que c'est des légendes, voilà, aussi bien l'un que l'autre, et c'est une fidélité. Au-delà même, voilà, mais même si bon, apparemment, voilà, ils ont pas tourné ensemble depuis longtemps, mais. Non, mais ils ont quand même fait 9 films ensemble. 9 films, ouais. Mean Street, Taxi Driver, New York, Raging Bull, on parlait de sport tout à l'heure, c'est un merveilleux film sur la boxe. La valse des pantins avec Jerry Lewis, Les Affranchis, Les Nerfs à vif, Casino, et le dernier, The Irishman, qui va sortir très vite, très bientôt. Ouais, et ça faisait 15 ans qu'ils avaient pu tourner ensemble. Tu vois, on dirait qu'en fait, ils se sont jamais quittés, mais finalement, mais c'est ça, on a l'impression qu'ils sont en fusion, quoi. C'est un truc qui est impressionnant, je trouve. Ah oui, il a trouvé, j'allais dire comme Truffaut avait trouvé en Jean-Pierre Léaud son alter ego, Scorsese a trouvé son alter ego en De Niro, et puis De Niro il a une capacité à jouer quand même. 95, De Niro il fait 2 chefs-d'œuvre, il fait Casino et il fait Hit de Michael Mann. Ça a été une année fantastique, et Hit c'était la première fois dans Hit d'ailleurs qu'il tournait avec Al Pacino, parce qu'ils avaient déjà été dans le même film, c'était Le Parrain numéro 2, mais ils n'avaient pas de scène ensemble. Et c'était la première fois qu'il y avait une confrontation qui avait été... Et puis même, c'est un peu violent des fois et tout, tu dis des fois ça peut... Mais c'est ça, c'est la puissance des types, quoi. Je sais pas, il y a une puissance qui se dégage de ce duo, je trouve. Voilà, enfin, moi je pense à Casino, là, ces années. Voilà. Avec Joe Pesci, en plus tu rajoutes derrière. Voilà. La plus grosse déception ciné. Alors, en fait... Plus grosse déception ciné, je pense à Une vie violente, Thierry de Perret, parce qu'en fait tu t'attends à des choses. Voilà, la déception ça vient de ça. C'est tu t'attends à des choses et après je dis pas que c'est un navet, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une déception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'attendais à une fresque, tu vois, à Noustral, un truc, tu vois, qui allait me toucher vraiment, et j'ai vu plutôt un drame bourgeois, tu vois. Je veux dire. Mais ça arrive souvent quand la promesse du film qu'on nous vend, finalement, peut-être par des mauvaises communications, etc., ne correspond pas. Du coup, le film ne correspond pas à cette promesse qu'on nous a vendue. Exactement. Et tu vois, ça m'a pas touché. J'ai eu l'impression, tu vois, alors que ça se tourne chez nous et tout, mais j'ai vu une distance quand même, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec ce film, j'ai eu du mal à m'identifier avec le personnage, qui est un bourgeois aussi, tu vois, et c'est pas, tu vois, c'est pas, et c'est même pas ce que je ressens des nationalistes, je ressens pas de la bourgeoisie ou des choses comme ça, tu vois, dans ceux qu'on a pu côtoyer, etc., etc. Enfin bon, et on peut parler même des scènes, certaines scènes que j'ai pas trop aimées, que je trouvais lointaines, par exemple la scène avec Marie-Pierre Nouveau. J'adore Marie-Pierre, qui est une actrice, voilà, sensationnelle, qui mériterait un César, tellement elle est forte. Mais cette scène avec les autres dames et tout ça, où, c'est une scène qui a été beaucoup critiquée. Mais ouais, alors je savais même pas, mais tu vois, il y a pas d'empathie, il y a pas de compassion, alors que en Corse, je veux dire, on a tous à un moment donné vécu des moments où il y a des enfants qui sont un peu en danger et tout ça. Je veux dire, il y a plus que de la compathie, il y a plus que de la sympathie, de la compassion. Enfin, tu vois, et c'est pour ça que je me suis senti à distance de ce film-là. Tu vois, et voilà, donc c'est pour ça que je peux... Bon, Thierry, non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais on défendra toujours le fait que les gens fassent des films, mais c'est très bien évidemment, que ce film existe, etc. Et en plus, les acteurs sont top, je veux dire, si on parle de la mise en scène, c'est top, le montage, tout ce qu'on veut. Une capacité à diriger les comédiens qui est presque unique. Et voilà, et exceptionnelle et tout. Après, l'espace critique, voilà, il existe, hein. Comment ça te touche? Bien sûr. Un film, c'est comment ça te touche. Et donc, comme ça te touche pas, tu restes à distance et tu es emmerdé. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Tout à fait. Le film que tout le monde aime et que tu détestes. Que je déteste vraiment, c'est Les Petits Mouchoirs. Je pense que là, non, Guillaume Canet. Attends, Coco, on va parler 5 minutes. Là, il peut plus. À un moment donné, en plus, il fait des suites et tout. Il a fait une suite, elle est pire. Elle est pire encore. Génial. Non, mais tu vois, alors là, pour le coup, on parlait de bourgeois. À côté, Thierry de PS, c'est pas bourgeois. Tu vois, là, c'est le coup, mais on est au-delà. Je veux dire,
je veux dire, tellement déconnectés, ces gens qui vont à l'île d'Oléron, je sais pas quoi, mais j'ai envie de les tuer. Oui, il nous inflige un peu son film de vacances. Exactement. En plus, avec l'autochtone. Mais voilà, le mec, les bonnes phrases, tu vois, les types vont sortir des phrases philosophiques sur la vie, stop. Oui, pitié de nous, pitié. Oui, en fait, ce sont des films dont il ne te reste rien. Mais exactement. Puis tu vois, ils ont aucun problème d'argent nulle part, tout va bien, tu vois. Bien sûr. Bon. La suite est pire. Le réalisateur ou réalisatrice que tu admires? Frank Capra, vraiment, ouais. J'ai lu le bouquin, je sais pas, genre 17-18 ans, c'était un hasard, je suis tombé dessus, genre j'avais que ça à lire. Et j'ai lu le type, j'ai vu les films derrière et je suis tombé par terre. J'ai trouvé ça tellement génial, la manière d'aborder le cinéma, c'est-à-dire que, tu sais, au début, c'était du théâtre filmé, quoi. Oui, tout à fait. Et lui, je veux dire, dans les années 10, il dit, non, en fait, la prostituée, c'est une vraie prostituée, le mec qui tu vois, on parlait de chalutier avec Eric Cantona tout à l'heure, tu vois, et qui tient son chalutier, ça va être un vrai mec comme ça, et il les a tous mis dans un bar, et une vraie baston, enfin, tu vois, ce truc d'aller au-delà du théâtre filmé, quoi, déjà. Et là, déjà, ça part bien. Et après, derrière, tout ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça sensationnel, vraiment. Ouais. L'imposture cinématographique. J'aime bien, tu vois, franchement, c'est un bon questionnaire. Très bon questionnaire. Mais si je dis BHL, peut-être des gens ont déjà dit BHL, peut-être. Donc BHL, évidemment, BHL parce qu'il fait des documentaires, en plus il se met en scène, c'est exceptionnel en termes d'imposture. Mais est-ce qu'il fait vraiment du cinéma? Non. Voilà, on peut pas dire ça. D'accord. Donc évidemment, je pense à Yann Moix. Oui. Parce que Yann Moix, déjà, en fait, l'imposture c'est ça. Il te fait croire à un moment donné qu'il est en place, un type au top. Avec Podium. Il fait Podium, c'est plutôt un bon film, que j'aime beaucoup, j'adore Poulvord. C'est très dommage que d'ailleurs que Poulvord n'ait pas eu le César cette année-là, parce exactement. qu'il est énorme. Franchement, et je pense que c'est Poulvord qui sauve le film, en fait, derrière. Bon. Et derrière, il commet cet acte. Ah oui, ça c'est ignoble. Voilà. Alors ça, je suis d'accord, parce que ça se voulait un hommage au cinéma, et finalement, c'est un assassinat. Voilà. Et derrière, il fait plus de film, en fait. Tu vois, non, heureusement. On arrête tout, tu vois. Heureusement, il écrit des livres et il polémique avec sa famille. Voilà, il fait ce qu'il peut. Ta bande originale préférée? Ben ouais, c'est la bande originale du Grand Bleu, parce que c'est vraiment, pour moi, de suite, tu es dans l'eau. Et ça, c'est la force du type. C'est que, tu vois, faire une musique et de suite ça te rappelle. Dès les premières notes, on est dedans. Ça, c'est la force des bandes originales, je trouve. C'est ça. On pensait à John Williams avec cette fameuse musique de Jaws, des Dents de la Mer. Ouais. C'est quand même John Williams qui a créé des tas de symphonies, mais avec 2 notes, il arrive à. C'est ça. Et là, c'est pareil. De suite, on est pareil, dedans. Voilà, moi, ça m'a marqué ça. Quand j'étais gamin, ça m'a vraiment marqué. C'est top. Non, tu peux on a envie d'être dans l'eau, on a envie d'aller nager. Tout est possible avec ça. Ta scène musicale préférée? Alors, j'ai choisi Fight Club parce que j'adore, voilà. On va voir de suite. Ouais, super. Trust me. Everything's gonna be fine. C'est musique des Pixies. Ouais, musique des Pixies. Et puis, en fait, je me suis même pas. Je me rends compte aujourd'hui, en fait, le regard d'Elian, tu vois, à la fin de FDP. Qui fait le sourire, trust me, everything gonna be fine, tu vois, et tout explose en fait, tu vois, et donc lui va en tôle, tu vois, c'est... Tu vois et voilà. Oui, parce que les films qu'on regarde souvent ont une influence sur notre processus de création à nous aussi, des fois de façon totalement inconsciente, mais bien sûr, c'est clair, c'est vraiment ça en fait. L'action pas crédible que tu ne supportes plus au cinéma? Il y avait 2 choses. La première, déjà, c'est qu'ils vont jamais pisser, ça m'énerve. Parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a un truc. Ils payent jamais les additions dans les films, dans les bars. Ils éteignent jamais la lumière quand ils sortent. Ouais, ça c'est vraiment. Mais c'est vrai que aussi les costumes. Moi, c'est un truc auquel je prête vraiment attention. C'est-à-dire que les costumes, tu sais, le costume qui sort de la location, ça m'énerve. C'est-à-dire que, tu vois, tout propre, impeccable, tu vois, un truc, machin. Puis il faut pas l'abîmer parce que derrière, chèque de caution et tout. Ces trucs, ça m'énerve. Enfin, moi, le costume, faut que ce soit un peu râpé, un peu, tu vois, il est vécu comme le comédien, quoi, tu vois. Un plan de film qui t'a marqué? Plan de film de Rosetta, La poursuite dans l'usine. Des frères Dardenne. On regarde de suite. Tu vois, une passion, le truc, c'est... D'ailleurs, on voit quand même quelque chose de tendu aussi, un peu comme dans ton film. Hein. Ouais, non, mais après, on sent que tu aimes cette tension-là. Ouais, mais c'est sûr, mais tu vois, elle se rapproche et s'éloigne, un gros plan. Ouais, c'est un mélange de plans séquences, de panneaux comme ça. Nous vous demandons de sortir, vous entendez?
pas un effet spécial. Rien. Le plan, il coûte 12 €, tu vois. Et puis on n'est pas forcément, d'ailleurs, on est très près des personnages, on distingue pas forcément Bien tout, sûr. on voit des morceaux de corps, j'allais dire, mais on sent la tension de suite. Bien sûr, puis il s'en fout du report de points, tu vois. À un moment donné, oui, il oui, essaie oui. de faire ce qu'il peut pour avoir son report de points. Il raconte son histoire. Et c'est ça. Et en fait, la tension prime sur le côté esthétique. Et ben ouais, du coup, esthétiquement FDP, c'est peut-être pas voilà, mais j'essaie de me rapprocher de ça. Mais voilà, on sent que ton intention, elle va aussi dans ce sens-là, d'être près des gens, près de la tension qui habite les gens. Et ça, c'est super intéressant, c'est très intéressant. On va bientôt se quitter, mais avant, je voulais connaître un peu tes projets. Ah oui, alors un documentaire. Il y a un documentaire sur le foot, puisqu'on parlait du foot. Oui, c'est vrai. Sur le centre de formation du Sporting. Centre de formation du Sporting 10 ans après. Voilà, j'essaie de retrouver ces jeunes et tout ça. Une série, tu vois. Et donc ça, c'est Léa Maurice qui m'a forcé à mettre ce t-shirt pour c'est le titre qui de la série. Écrit avec toi la série Tralala. Voilà, c'est la co-auteur de la série. Qu'on suit avec attention parce qu'on va essayer d'être partenaire. Ça serait génial. Je pitch. Non, je pitch. Tu peux pitcher, oui, bien sûr. Ouais, c'est parti. C'est l'histoire de deux jeunes, en fait. C'est la première fois qu'on en parle en public. Très bien. C'est l'histoire de deux jeunes qui, ils ont une idée, ils ont un projet. En fait, ils veulent faire un album avec les plus grands chanteurs corses. Sauf que ça va être un album de reprise des plus grands rap français. Donc, voilà. On imagine les situations un peu cocasses, voilà, Maïpêche avec NTM, etc., etc. Donc, ça peut être quelque chose de... À Villette, bien sûr, avec PNL, pour ceux qui connaissent. Peut-être, pourquoi pas, on va demander à Jean-François Bernardine reprendre Ayam, Je danse le mi. Enfin, voilà. On peut avoir des situations sympas, je pense. Écoute, bon courage, bonne chance pour tout ça. On va suivre ça avec attention. Merci. Je t'avais demandé de choisir un plan de fin pour conclure l'émission. Ouais. Tu as choisi Il a de bicyclette. Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Ouais, exact. Pourquoi ce choix? Parce que en fait, tu as vu, c'est l'optimisme malgré tout, quoi. Oui, parce qu'on rappelle l'histoire. C'est un homme qui est contraint de voler une bicyclette pour aller au travail. Exactement. Puis s'il n'a pas d'argent, et là, le plan de fin. Et là, en fait, il se fait attraper par. Voilà, il se fait attraper par la foule, finalement. Comme si c'était humilié par la foule. Il est humilié devant son enfant. Évidemment, je suis papa et tout ça, donc c'est quelque chose. Et le papa le papa qui saisit la main de l'enfant, ou plutôt l'enfant qui donne sa main à son papa pour dire, je suis là, ça va aller. À chaque fois, je me dis, bon, même si tu es un peu dans la merde en ce moment, n'oublie pas de prendre la main de tes enfants, ça c'est une scène très touchante. Là, c'est à chaque fois, on a envie de pleurer quand on regarde cette séquence-là. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi, surtout. Merci à toi. Et puis, on va suivre avec attention tous tes projets. Voilà, on se retrouvera, quant à nous, le mois prochain. On parlera politique et cinéma avec un très beau film italien, La Prima Linea. Et en tout cas, à très bientôt. Et on se quitte avec Le voleur de bicyclette. Ça, c'est cool.